Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une de l'actualité, à 15 h sur notre antenne ce dimanche, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, est revenu sur les récentes défections au sein du parti. Il parle de guerre psychologique et accuse Éric Zemmour et ses équipes d'avoir promis de l'argent pour rallier des élus du RN. On va en parler dans un instant avec Anne-Sora Dubois. La femme retrouvée morte dans son appartement parisien vendredi a été étranglée. C'est le résultat de l'autopsie réalisée hier alors que son compagnon, un policier, est lui toujours en cavale. Les détails sur cette affaire, tous les développements dans un instant, ce sera avec Vincent Vantinghem de notre service police-justice. Nous reviendrons aussi dans un instant sur l'incroyable périple de ce patient dangereux échappé d'un hôpital psychiatrique de Toulouse. Il a parcouru 600 km pour rejoindre Paris où il a finalement été interpellé. Comment est-ce possible? On va en parler dans ce journal. Jusqu'à 70 cm de neige, des températures polaires, des rafales de vent jusqu'à 120 km/h. La bombe cyclonique Kenan est toujours active sur le nord-est des États-Unis. Des dizaines de milliers de foyers sont privés d'électricité et une femme a été retrouvée morte dans l'État de New York. Notre spécialiste météo Loïc Rivière nous rejoindra sur ce plateau dans ce journal. À la une de l'actualité, donc la politique, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, était l'invité de BFM Politique ce dimanche. Après la colère de Marine Le Pen hier, qui a invité ceux qui voulaient partir à le faire maintenant, Jordan Bardella a notamment accusé Éric Zemmour et ses équipes d'avoir promis de l'argent pour rallier des élus du RN. On l'écoute. Il y a une recomposition chez les Patriotes aujourd'hui. Alors justement, Éric Zemmour est aujourd'hui en train de recomposer. Est-ce qu'il a essayé avec vous? Est-ce qu'il vous a contacté? Mais ils ont contacté tout le monde. Donc c'est-à-dire qu'ils vous ont appelé. Ils ont des méthodes qui sont des méthodes particulières, qui sont des méthodes et c'est lui qui vous a appelé. Donc ils ont contacté tout le monde. Mais quand ils appellent, donc vous avez eu ils promettent de l'argent, ils promettent des investitures aux élections législatives. Ce sont des méthodes qui sont des méthodes déloyales. Donc, vous voyez, moi je suis comme beaucoup de Français, je me demande si l'opération Zemmour n'est pas là pour empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour, quitte à qualifier Valérie Pécresse et à permettre l'élection de Valérie Pécresse ou la réélection d'Emmanuel Macron. Moi, je ne veux pas de cela. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Que veut dire Jordan Bardella avec ces accusations précisément? Alors quand il dit que les équipes d'Éric Zemmour proposent de l'argent à certains cas du Rassemblement national, il ne parle pas évidemment de tentative de corruption ou d'enveloppe, mais on parle bien sûr de postes qui se veulent attractifs, avec des salaires aussi qui se veulent attractifs. C'est-à-dire c'est une sorte d'opération séduction. D'ailleurs, certains cadres du Rassemblement national ne s'en cachent absolument pas, tout comme Jordan Bardella d'ailleurs, lui-même dit, enfin il refuse de répondre quand on lui demande si lui-même a été appelé. Ce qu'on comprend bien, c'est qu'il y a plusieurs cadres qui ont été appelés, qu'on leur propose des postes et qu'on leur propose de l'argent qui va avec, c'est-à-dire des salaires conséquents pour essayer de les faire venir du côté de Reconquête jusqu'au président aujourd'hui du Rassemblement national, puisqu'on comprend bien par sa dénégation, en tout cas son refus de répondre, que lui-même a été sollicité. On reparle aussi ce dimanche de celui qui a entraîné la colère de Marine Le Pen hier et de ses équipes, Nicolas B, qui a clarifié sa position ce dimanche après avoir refusé de dire sur notre antenne hier matin s'il soutiendrait ou non Marine Le Pen jusqu'au premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, il dit soutenir sa candidature, mais ne considère pas qu'Éric Zemmour est un ennemi. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où je suis très clairement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'ai pas à me justifier de ce que je ferai dans un mois, dans 6 mois, dans un an, d'autant plus qu'on ne connaît pas la configuration. Si Marine Le Pen est au second tour de la présidentielle, il est évident face à Emmanuel Macron que je soutiendrai sa candidature, mais pour autant, et c'est ma liberté, et je parle en mon nom et pas évidemment au nom de Marine Le Pen, je ne considère pas qu'Éric Zemmour est un ennemi. Anne-Sora Dubois, Nicolas B, après avoir été recadré hier, et on a l'impression qu'il rentre dans le rang aujourd'hui, mais peut-être de mauvaise grâce. Oui, ça reste assez timide quand même, cette admission de bonne volonté dans la bouche de Nicolas B. Après, effectivement, cet échange très tendu qui nous a été rapporté par Loïc Besson, qui suit la campagne de Marine Le Pen hier à Madrid. Et par 3 fois, comme il l'a fait hier matin sur notre antenne, Nicolas B fait un pas vers Marine Le Pen, mais il tempère tout de suite. Et c'est à relier, évidemment, avec ce dont on parlait il y a quelques minutes, c'est-à-dire la tentative, l'opération séduction se poursuit côté Éric Zemmour, et on l'entend même dans les paroles de Nicolas B. Voilà ce que dit Nicolas B. Très clairement, je soutiens la candidature de Marine Le Pen, mais je n'ai pas à me justifier sur ce que je ferai dans un mois, dans un an. Dans un an, non, mais dans un mois, on sera un mois du premier tour. Si, il faut qu'il se justifie, en tout cas, il faut qu'il clarifie sa position. Je suis à mon poste sans état d'âme, mais quand on veut rassembler, on commence par ne pas indiquer la porte de sortie à ses propres soutiens. Je suis là, je soutiens sa candidature, mais je demande si la sensibilité que je représente
à sa place au sein du Rassemblement national. Ce qui est le plus important dans ce qu'a dit Nicolas Bay, c'est effectivement ce délai d'un mois. Il dit aujourd'hui, je n'ai pas à dire ce que je vais faire dans un mois. Donc l'épée de Damoclès est toujours là pour Marine Le Pen. Aujourd'hui encore, Nicolas Bay refuse de dire s'il sera avec Marine Le Pen jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle. Ça veut dire que l'opération Salami, l'opération épée de Damoclès, l'opération séduction se poursuit et que Marine Le Pen a toujours cette inquiétude et qu'elle va l'avoir encore pendant plusieurs semaines. Et ce premier tour, il se rapproche. Le 10 avril, on en est désormais plus très loin. Entre le RN et le parti Reconquête d'Éric Zemmour, la bataille est lancée sur le terrain. Aussi, les militants tentent de convaincre les électeurs souverainistes de voter pour leurs candidats. Camilla Giudice, Emma Arnaud et Corentin Bellard. Je peux me permettre de vous remettre ce tract. Voilà. Sur ce marché, les militants pro-Zemmour mobilisés pour tracter se félicitent. Leur prospectus trouve preneur. Je constate systématiquement un accueil très sympathique, très chaleureux. Les gens nous questionnent, les gens s'intéressent à notre candidat. Un intérêt dopé par la décision de Marion Maréchal de ne pas soutenir sa tante Marine Le Pen. Il va passer. Et Marion, elle va nous donner un coup de pouce. Certains électeurs souverainistes ne croient plus en la candidate du Rassemblement national. Et Madame Le Pen, c'est de nouveau la douceur, la tranquillité, j'y vais pas trop. Elle reste sur une ligne très light maintenant. À 400 km de là, à Carcassonne, ces militants RN tractent également pour leur candidate. Et même si là aussi, la prise de position de Marion Maréchal interpelle. Et Marion, vis-à-vis. L'herbe a l'air plus haute là-bas. Il reste positif pour l'issue de la campagne, malgré les défections. C'est pas ma première campagne et de toutes les campagnes, il y a toujours eu des voyages interpartis. Ma foi, c'est le jeu politique. Nous, on ne change pas nos méthodes. Terrain. C'est la vieille méthode, c'est la seule qui marche. Pour l'heure, Marine Le Pen est créditée de 16,5% d'intention de vote. Éric Zemmour recueillerait, lui, 11,5% des voix. Et dans cette campagne, quid du positionnement d'Emmanuel Macron? Gabriel Attal se dit en tout cas sceptique sur l'utilité d'un débat pour le quasi-candidat à Emmanuel Macron avant le premier tour, face à des rivaux qui installent selon lui une campagne de morts-vivants. Hugo Smag. En déplacement dans la Creuse cette semaine, Emmanuel Macron ne se dit toujours pas candidat à sa propre succession. Et quand on lui pose la question... Vous en avez envie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit 10 fois. Un silence qui n'empêche pas Gabriel Attal de se projeter sur la campagne du premier tour. Dans les colonnes du Parisien, le porte-parole du gouvernement prévient. Un débat télévisé avec les autres candidats n'est pas d'actualité pour le chef de l'État. À quoi ressemblerait ce débat ? 12 candidats cherchant pendant 1h50 leur moment avec le président, qui aurait 10 minutes pour leur répondre ? Je suis sceptique face à un tel format, qui montrerait surtout un manque d'exigence démocratique. Emmanuel Macron toujours en tête des sondages avec 24% des intentions de vote au premier tour. C'est 7 à 8% de plus que le tandem Pécresse-Le Pen, toujours au coude à coude. Dans ces conditions, le président de la République souhaite se démarquer d'une campagne que Gabriel Attal juge moribonde. Les Français sont perdus dans cette sitcom qui se concentre sur les personnalités plutôt que les idées. L'absence de débat est le fait des candidats déclarés. Ils installent une campagne de morts-vivants. Tout est noir, pessimiste, nostalgique. Quant à la concurrence, Gabriel Attal concentre ses critiques sur la droite et l'extrême droite. Il y a un mercato entre les LR, le RN et Zemmour. Le match à 3 s'est transformé en triangle des Bermudes. Se mettre en retrait des batailles politiques, comme François Mitterrand en 1988. Le candidat sortant avait rejoint la course à l'élection à peine un mois avant le premier tour. Pour rappel, Emmanuel Macron a jusqu'au 4 mars pour officialiser sa candidature. Et Jean Castex entre lui en campagne pour Emmanuel Macron, hier sifflé et insulté par des antivax et des gilets jaunes dans un quartier de Grenoble. Le Premier ministre distribue ce dimanche les tacles à plusieurs candidats déjà déclarés. Il était chez nos confrères de Radio J. Les idéologies, les régimes dont M. Zemmour se fait l'apologue, ça s'est toujours terminé tragiquement. Quand Jean-Luc Mélenchon déclare que beaucoup de gens détestent la police, qu'est-ce que vous lui répondez? Puisqu'il a dit ça. Je lui réponds qu'on a besoin d'une police républicaine, de forces de sécurité qui assurent le respect de l'état de droit, et que, au contraire, si je lis les enquêtes d'opinion, beaucoup de nos concitoyens font confiance à la police. Et alors il a tort de dire ça? C'est une provocation de trop?
Sûrement. Je dirais qu'effectivement, en poussant à la non-vaccination, puisque c'est vraiment ce qu'ils font, ils mettent en danger des gens. Oui, ben là aussi, c'est-à-dire, elle promet pas de cramer la caisse, mais là aussi, si je fais la somme des propositions qu'elle fait, elle la crame considérablement. Bon, et en même temps, elle nous explique qu'elle finance ça par des réductions de postes fonctionnaires. Mais en nous disant où elle ne les supprime pas, elle a manqué beaucoup dans la justice, dans la magistrature, après en avoir beaucoup détruit. Donc vous dites c'est pas possible? Mais qu'elle nous dise comment on fait, quoi. Voilà, bon. Également, dans l'actualité, vendredi, le corps d'une femme avait été retrouvé dans un appartement du 19e arrondissement de Paris. Son compagnon, un policier, est toujours activement recherché. Et il y a un nouvel élément important aujourd'hui. Vincent Vantinghem, vous êtes journaliste au service police-justice de BFM TV. Le parquet de Paris confirme la piste criminelle car la victime a été étranglée. Oui, les résultats de l'autopsie sont tombés ce matin et ils confirment la piste criminelle. Vous le disiez, selon toute vraisemblance, Amanda G, âgée de 29 ans, est morte par strangulation. Les enquêteurs attendent encore les résultats d'analyse complémentaires, mais selon l'une de nos sources, il n'y a quasiment plus de doute. On le rappelle, cette jeune femme avait été retrouvée sans vie dans l'appartement de son compagnon vendredi soir dans le 19e arrondissement. Quand les enquêteurs sont rentrés sur place, ils l'ont trouvée allongée dans la salle de bain, la tête reposant dans le bac de douche et dans le studio de nombreuses bouteilles d'alcool, mais pas de traces du policier ni de son arme de service. Le policier justement qui est toujours en fuite, hein, Vincent. Oui, les enquêteurs du 2e district de police judiciaire sont sur ces traces avec une inquiétude majeure et qui grandit heure après heure que cet homme qui est connu déjà pour des précédents de violence conjugale ne mette fin à ses jours. C'est une vraie inquiétude au sein de la police à l'heure actuelle, parce qu'on l'a dit, il s'est enfui avec son arme de service, a priori au volant de sa voiture personnelle, une Peugeot 208 blanche. Alors les derniers contacts avec lui remontent en fait à vendredi matin, aux alentours de 10h. À ce moment-là, il envoie un texto à son père pour lui dire qu'il l'aime, tout simplement. Et puis un autre message au commissariat du Blanc-Ménil où il officie pour dire « je ne viendrai pas travailler aujourd'hui ». C'est justement la raison pour laquelle ses collègues se sont rendus chez lui le soir même et ont fait la macabre découverte. Merci pour ces dernières précisions, Vincent Vantinghem. On en vient à présent à ce patient qui, lui, s'était évadé de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand à Toulouse. Il a été retrouvé hier soir à plus de 600 km de là, à Paris, dans le 9e arrondissement. Cet homme semblait vouloir retrouver sa compagne. Que sait-on de ce périple? Les précisions d'Antoine Forestier à Toulouse pour BFM TV. La fugue de cet homme de 43 ans aura donc duré un peu plus de 24 heures. Il avait quitté cet hôpital vendredi dans l'après-midi. Il a été retrouvé à plus de 600 km d'ici, à Paris, dans le 9e arrondissement, hier soir. Peu de temps après son interpellation, il a été pris en charge médicalement et des mesures d'isolement ont été prises à son égard, selon l'Agence régionale de santé d'Occitanie. L'ARS qui, dans le même temps, a lancé une mission d'inspection pour tenter de déterminer les failles à l'intérieur de cet établissement. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, a demandé à ce que les résultats de cette inspection soient communiqués le plus rapidement possible afin de rassurer la population. C'est vrai que ces fugues à répétition, elles suscitent l'incompréhension. Ici, malgré les mesures de sécurité qui avaient été renforcées, on l'a constaté ici ces derniers jours, les voitures sont systématiquement contrôlées aux entrées et aux sorties de l'hôpital. Les gardes et les astreintes avaient également été renforcées. La direction de l'hôpital fait tout pour éviter un nouvel incident après ces 3 fugues en moins de 10 jours. Après 48 heures de garde à vue, la mère du garçon de 10 ans tué jeudi à coups de couteau est retrouvée dans une valise, va être déférée pour être présentée à un juge au tribunal judiciaire de Meaux. Que sait-on de cette femme? Les précisions de Dominique Rizet. C'est que cette femme est présentée aujourd'hui, dimanche, au tribunal judiciaire de Meaux, à l'issue de sa garde à vue à la police judiciaire, par la police judiciaire de Versailles. Selon sa famille, c'est une femme qui était en grande souffrance depuis 10 ans. C'est exactement 10 ans l'âge de son fils, donc en grande souffrance depuis la naissance de son fils. Mais c'est une femme qui n'était pas suivie psychologiquement, donc qui ne bénéficiait pas de soins, qui n'avait jamais souhaité bénéficier de soins. Pour sa garde à vue, elle parle, et lorsqu'elle est questionnée sur les faits, elle parle d'une absence, elle parle d'un trou de mémoire, mais selon nos informations, les éléments qui ont été recueillis lors de l'enquête sont accablants et sont à charge. Donc son fils a été poignardé à l'abdomen, poignardé au cou, et il a tenté de se défendre. Il porte des traces de défense, des lésions de défense donc sur le corps et sur les bras notamment.
Jean-Yves Le Drian avertit Vladimir Poutine sur la crise ukrainienne. Pas un pas de plus, c'est ce qu'il dit dans le journal du dimanche. Ce ministre des Affaires étrangères, sur le terrain, la tension est à son comble. Dans la banlieue de Kiev, des civils réservistes, par exemple, s'entraînent au combat. Et ces Ukrainiens veulent montrer au monde entier qu'ils sont prêts en cas d'attaque de leurs voisins russes. Notre équipe en Ukraine a pu suivre hier l'un de ces entraînements. Reportage d'Isabelle Golens, Sébastien Savoie avec Elena Gorkova. Faut pas rester comme ça, il y a l'ennemi. C'est pas comme ça qu'on fait. Ces hommes font partie du 130e bataillon de défense territoriale de Kiev. Ce sont des avocats, des ingénieurs, des pharmaciens qui apprennent ici le maniement des armes, le positionnement face à l'ennemi. Comme ça, à gauche, on continue. Tous les samedis, depuis plusieurs semaines, ces civils qui sont des volontaires viennent ici s'entraîner au combat pour éventuellement venir renforcer l'armée. Vous avez remis l'arme sur l'épaule, vous avez tiré une fois, vous avancez, vous la remettez sur l'épaule, ça doit devenir un réflexe. Aujourd'hui, c'est Anton l'instructeur, il est sous-officier réserviste. Je suis là pour m'entraîner, pour entraîner ces soldats réservistes. Tous les samedis, il y a entre 50 et 100 personnes qui viennent s'entraîner avec nous ici. Pas de tir à balles réelles cette fois-ci. Certaines armes sont même factices, mais celle d'Alexander est bien réelle. Cet ingénieur informaticien de 40 ans suit ses entraînements depuis 2 mois. Je suis prêt à partir au combat. Avec mes amis de ce bataillon, nous le sommes tous. Les gens en Europe, aux États-Unis, au Canada doivent voir qu'on est prêt. Le ministère de la Défense ukrainien estime que les effectifs de ces bataillons de réservistes pourraient bientôt atteindre 130 000 personnes. Du tennis, et c'est mérité, un extraordinaire Rafael Nadal qui remporte il y a quelques instants à peine ce 21e titre de Grand Chelem historique. Il devient donc seul le recordman des titres du Grand Chelem. L'Espagnol qui a remporté l'Open d'Australie après avoir battu en finale le Russe numéro 2 mondial, Daniil Medvedev, en 5-7 dans un match complètement fou après plus de 5 heures de jeu. Alors on va en parler avec Eric Salio, spécialiste tennis que vous connaissez bien à RMC Sport, BFM TV. Eric, quel match et quel joueur, un extraterrestre ce Nadal. Quelle performance! C'est pas sa première remontada de l'histoire. Remontada, c'est perdre les 2 premiers sets et gagner en 5. Mais c'est la plus belle de sa carrière parce que jamais ça ne lui est arrivé en finale de Chelem. Et puis surtout, le scénario est inouï, quoi. Gagner ce match pour aller chercher le 21e Grand Chelem alors qu'il était, franchement, il était dans les cordes. Il était mené 2-7-0, 6-2, 7-6 par un garçon qu'on sait très résilient. Des menaces de balles de break au milieu du 3e qui étaient quasiment des balles de match. Maintenant, quand on refait le film avec un peu de recul, et il s'est accroché. Ça a toujours été sa marque de fabrique. C'est un garçon qui ne lâche rien. Mais ce qu'il vient de faire aujourd'hui, je crois que c'est le plus grand exploit de sa carrière. Je crois que c'est plus fort peut-être que ses 13 titres à Roland-Garros, parce que voilà, il passe devant Federer, il passe devant Djokovic. Qui sont à 20 tous les deux. Qui étaient à 20 tous les deux. Alors c'est vrai. Il y a eu des circonstances favorables parce qu'on a tous suivi le feuilleton de Djokovic avant ce début d'Open d'Australie. Le Serbe qui a été expulsé du territoire australien alors qu'ils étaient censés se rencontrer en demi-finale. Mais la manière dont il a renversé le truc, franchement, c'est à mettre au panthéon de... 35 ans, il n'avait pas joué ni Wimbledon, ni l'US Open. Il revient de nulle part. Il revient de nulle part parce qu'il a une vilaine blessure au niveau du pied, à tel point donc qu'il avait pas du tout joué lors du 2e semestre de l'année 2021. Avant de partir en Australie, Carlos Moya, son coach, lui avait dit, parce qu'il voyait bien que les séances d'entraînement n'étaient pas bonnes, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On n'y va pas? Et Nadal lui a répondu, on y va. Même si ça pète, je veux y aller. Donc il va pour aller en Australie. D'abord, il passe par une petite exhibition à Abu Dhabi. Et puis au retour à Abu Dhabi, ils ne se sont pas très bien. Covid. Donc bloqué 1 semaine chez lui. Donc il a une préparation vraiment réduite à son minimum. Mais voilà, c'est un champion. Il a gagné un petit tournoi préparatoire contre des mecs qui n'étaient pas très forts, certes. Mais voilà, la confiance était revenue. Et puis il a eu un tournoi fantastique parce qu'il bat des garçons comme Shapovalov, il bat comme un mec comme Berrettini qui est numéro 7 mondial. Et puis là, aujourd'hui, battre Medvedev qui est l'un des joueurs les plus endurants du circuit en 5-7. 10 ans moins que lui. 5h28. C'est pas le record. Bravo, chapeau, il est magistral. C'est beau le tennis. C'est magistral. Et c'est sa 2e victoire parce que jusqu'alors, il avait connu que des malheurs à l'Open d'Australie. Il avait perdu 4 finales d'affilée. Et là, c'est le grand bonheur. Merci beaucoup Eric. Pour ces précisions, Eric Salio.
Et ces belles images qui font chaud au cœur cet après-midi. On en vient à présent à des températures beaucoup plus froides. Aux États-Unis, avec cette tempête de neige qualifiée d'historique d'ailleurs dans le pays, qui balaye le nord-est. Plus de 70 millions d'habitants subissent cette tempête aux États-Unis. Près de 100 000 foyers sont privés d'électricité. 700 vols ont été annulés rien qu'aujourd'hui. New York, Boston, Atlantic City sont complètement à l'arrêt. Atlantic City où on retrouve Antoine Eulard. La tempête est passée, mais le cumul de neige reste toujours très important. La ville est totalement paralysée, Antoine. Oui, regardez derrière moi ces piles de neige extrêmement impressionnantes. C'est la neige qui a été dégagée tout à l'heure par les tractopelles qui essayent tant bien que mal de remettre les routes en état. Vous l'avez dit, il a neigé ici sans interruption pendant 18 heures hier. Résultat, eh bien, les cumuls sont très importants. On a enregistré 35 à 40 cm de neige. C'est tout simplement du jamais vu. Regardez ici derrière moi cette voiture. Elle est complètement recouverte de neige, complètement prisonnière. Alors la ville n'est plus complètement paralysée. Vous le voyez, la circulation a repris, les transports en commun aussi. Mais c'est une vie qui se déroule vraiment au ralenti. Les habitants commencent tout doucement à sortir de chez eux. Ils sortent notamment pour dégager la neige qui est devant leur habitation. Je vais vous montrer ça. Là-bas, il y a un monsieur qui est sorti avec sa pelle parce que c'est une obligation légale aux États-Unis. Les habitants sont tenus de déblayer leur maison ou leur commerce, en tout cas le trottoir devant chez eux. Vous voyez là-bas le monsieur avec sa pelle qui s'active. Alors, le problème qui se pose désormais, c'est le verglas parce que les températures ont chuté drastiquement pendant la nuit. On était à moins 10 degrés ce matin et ça forcément, eh bien, ça complique les opérations de déblaiement de la route. J'ai vu tout à l'heure des déneigeuses qui sont passées. Elles avaient beaucoup de mal à enlever la croûte de glace qui s'est formée sur la route. Vous voyez d'ailleurs derrière moi la route, elle est toujours très blanche. Alors les grands axes sont dégagés, mais le réseau secondaire pose encore problème ici. D'ailleurs, l'état d'urgence neige est maintenu dans la ville d'Atlantic City. Il a même été prolongé jusqu'à mardi, date à laquelle les températures vont remonter, ce qui va aider évidemment les autorités à reprendre le contrôle de la situation. Merci beaucoup Antoine Eulard, donc à Atlantic City dans le New Jersey, ville qui, on l'a vu, est complètement paralysée. Avec nous Loïc Rivière, notre spécialiste météo. Loïc, les spécialistes sur place parlent d'une bombe cyclonique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que c'est une tempête historique comme le disent les autorités ? Alors historique, oui, en direction du New Jersey, notamment du côté d'Atlantic City. Antoine Eulard vient de nous le dire, on a enregistré plus de 40 cm de neige localement en quelques heures seulement, alors qu'ils viennent s'ajouter à une trentaine de centimètres déjà tombés en début d'année, ce qui en fait pour Atlantic City le mois de janvier le plus enneigé jamais enregistré. Alors c'est vrai que les Américains aiment bien ces expressions apocalyptiques. On parle effectivement de bombes cycloniques ou de bombes météorologiques avec cette dépression qui s'est formée et qui s'est creusée très rapidement en tout début de week-end en direction de la Floride. Elle est remontée peu à peu vers le nord. Là, elle remonte en direction du Canada, en direction de Terre-Neuve en ce moment. Et cette dépression très creuse provoque un très fort conflit de masse d'air. D'un côté, c'est de l'air très froid, moins 30 degrés, qui descend du Canada par les Grands Lacs. Et de l'autre, c'est de l'air un peu plus doux qui, lui, remonte de l'océan aux alentours des 10 degrés en ce moment. Avec ce conflit de masse d'air, on a donc des chutes de neige assez conséquentes. Alors en général, on a enregistré de 20 à 30 cm de neige sur le nord-est des États-Unis, plutôt en direction du littoral, mais un peu plus. Cette tempête Kenan nous a donné notamment une cinquantaine de centimètres par endroit dans le New Jersey jusqu'en Nouvelle-Angleterre. Jusqu'à 60 cm enregistrés du côté de Boston. Peu à peu, elle va tout de même s'éloigner. Le temps sera beaucoup plus clément en début de semaine prochaine, mais toujours aussi froid, assez agité, avec de bonnes rafales de vent. Le blizzard devrait tout de même retomber progressivement. Et enfin, il faut noter une alerte aux chutes d'iguanes qui a été lancée en direction de la Floride. C'est très sérieux, ce sont les services météo américains qui vous informent, oui. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des animaux à sang froid. Quand la température descend en dessous des 4 degrés, du coup, ils ont tendance à se pétrifier, ils sont paralysés et ils tombent des arbres auxquels ils ne peuvent plus s'accrocher. Vous conviendrez qu'on ne connaît pas trop ce genre d'aléas dans nos contrées. Non, exactement. Merci pour ces précisions et ces apprentissages aussi, Loïc Rivière. Voilà, on apprend des choses. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 30 janvier 1972, le Bloody Sunday ensanglantait l'Irlande du Nord. Alors que des milliers de catholiques participaient à une manifestation à Derry, l'armée britannique avait ouvert le feu, la tuerie avait fait 14 morts et continue d'exacerber le conflit armé qui oppose cette communauté aux protestants. Sur place, ce dimanche, une marche à honorer à la mémoire de ces victimes avant une cérémonie officielle. Vous voyez ces images à Berry aujourd'hui, en Irlande du Nord.
À suivre sur BFM TV dans le prochain journal, la femme retrouvée morte vendredi dans le 19e arrondissement de Paris a été étranglée, indique aujourd'hui le parquet de Paris. Son compagnon, un gardien de la paix, est toujours activement recherché. En un clic, embarquez votre bureau dans votre mobile, dans votre PC. Avec NeoConnect Plus de Paritel, restez toujours et partout connecté avec vos clients. Appelez le 3215. Que diriez-vous si l'iconique Fiat 500 pouvait transporter 7 890 millions de personnes? Et pourtant, Fiat 500 peut tous nous conduire vers un futur meilleur. La preuve, nouvelle 500 Red. Électrique pour réduire les émissions. Red pour redéfinir l'émission. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Nouvelle Fiat 500 électrique, des 109 € par mois seulement, sans condition de reprise. Hello, ça va? SFR présente le dimanche idéal de la coloc. Déjà, il faut la fibre. Et mon ordi et ma série. Et son casque aussi. Yes, encore une victoire. Attends 2 secondes. Ça va? Il y a un peu de challenge pour lui. Elle a dit un peu de challenge, parce que là, c'est chaud là quand même. Avec la fibre de SFR et le Wi-Fi 6, profitez d'une connexion ultra puissante tous en même temps. SFR, enjoy. En 1995, nous avons créé Jardin Bio. Nous voulions proposer des produits plus respectueux des consommateurs et de la planète. 25 ans plus tard, nous avons créé 1200 emplois, développé 14 sites de production bio spécialisés en France. L'avenir se dévoile enfin. Nouveau Volvo C40 Recharge. Pour fabriquer des appareils électroménagers durables et à la pointe de la technologie, nous fabriquons nos propres composants, notre propre fonte. Nous fabriquons même les machines qui fabriquent nos machines. C'est cela, la qualité en avance sur son temps. 1000, Imabassa. T'arrives à suivre? Avec l'offre Hello Prime, on fait tout pour vous suivre. Vos opérations carte en temps réel, vos virements instantanés gratuits, vos retraits et paiements à l'étranger sans frais et encore plus de services pour 5 € par mois. Hello Bank par BNP Paribas. Pur Essentiel assainissant pour chasser virus, bactéries, germes et respirer un air plus pur. Pur Essentiel assainissant, c'est 41 huiles essentielles 100% naturelles. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur. Efficace contre le virus de la Covid-19. Vos cheveux ne sont qu'un détail. Un détail qui embellit chaque moment de votre vie. Chaque photo, chaque mouvement, chaque expression. Luxéol pousse croissance et fortification, prête attention à ce détail. Il améliore l'état de vos cheveux, favorise leur pousse, leur croissance et leur fortification. Pour embellir chaque instant de votre vie. Luxéol pousse croissance et fortification en pharmacie et sur luxéol.com. J'ai perdu 15 kilos avec Comme J'aime. Vous savez ce que ça représente en balles de tennis? Eh bien, ça représente 256 balles. Et j'aurais très bien pu vous le dire en bouteille d'eau. Parce que grâce à Comme J'aime, j'ai perdu l'équivalent de 15 bouteilles d'eau. Ou encore en raquette. Vous avez une idée? 56. Et en paire de chaussettes, 750. Testez Comme J'aime maintenant pendant une semaine et payez plus tard uniquement si vous êtes satisfait. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Envie d'une température ambiante toute l'année? Regardez la météo avec groupeverlaine.com. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
Jusqu'ici, le soleil résistait encore sur les hauteurs du Vercors. Oui, mais cette mer de nuages va finir par reprendre l'avantage avec parfois un peu de neige à très basse altitude, à partir de 4 à 600 mètres pour ce lundi. On devrait ajouter de 10 à 20 cm de neige, de quoi s'approcher du mètre de neige, notamment du côté de l'Anse-en-Vercors. Voici cette perturbation neigeuse qui arrive. Elle va traverser une bonne partie du pays dans le courant de la nuit. On va la retrouver du coup ce lundi du sud-ouest jusqu'au nord-est, avec des pluies assez régulières. Dans le nord-est, de la neige donc à très basse altitude, parfois 10-20 cm des Vosges jusqu'aux Alpes du Nord, un peu moins dans le Massif central. Une limite pluie-neige un peu plus élevée à partir de 1000 mètres en direction des Pyrénées. On aura quelques ondées seulement dans le sud-ouest. Ailleurs, notez le vent très présent, 70-90 km/h dans le nord-ouest. Alors avec ce vent, ça va se dégager tout de même en direction de la Gironde dans l'après-midi. Dans le même temps, le soleil va bien résister autour de la Méditerranée. Mais là, le vent sera tempétueux jusqu'à 100-120 km/h pour le Var et pour les Bouches-du-Rhône. On aura moins de gelée en plaine en matinée, moins 1 degré tout de même pour Grenoble et pour Aurillac. Dans le même temps, comptez 6 degrés à Paris, à Nice ou à Bastia, 8 degrés notamment à Perpignan. Dans l'après-midi, ça va se rafraîchir, surtout à l'intérieur du pays, avec de 6 à 9 degrés en général, mais une dizaine de degrés près de l'Atlantique et jusqu'à 15 degrés en direction de la Méditerranée. Vous avez regardé la météo avec groupeverlaine.com. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. Bientôt 15h30 sur BFM TV à la une de l'actualité. La femme retrouvée morte dans son appartement parisien vendredi a été étranglée. C'est le résultat de l'autopsie réalisée hier, alors que son compagnon, un policier, est toujours en cavale. Les derniers développements sur l'affaire dans ce journal avec Vincent Vantinghem de notre service police-justice. Gabriel Attal sceptique sur l'utilité d'un débat de premier tour pour Emmanuel Macron face à des rivaux qui installent selon lui une campagne de mort-vivant. Déclaration du porte-parole du gouvernement ce dimanche dans le Parisien. On en parlera dans un instant avec notre invité Jonas Haddad, porte-parole de Valérie Pécresse. Y aura-t-il d'autres défections au Rassemblement national vers le parti Reconquête d'Éric Zemmour? Après l'ultimatum fixé hier par Marine Le Pen à ses troupes, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, invité de BFM Politique, parle d'une guerre psychologique entre les deux camps. Jordan Bardella qui accuse également l'entourage d'Éric Zemmour d'avoir proposé de l'argent à des élus Rassemblement national pour le rejoindre. Et puis, légendaire Rafael Nadal sur le toit du monde. L'Espagnol remporte un 21e titre du Grand Chelem. Il devient le joueur le plus titré de l'histoire avec un Grand Chelem de plus que Federer et Djokovic. Nadal a battu le Russe Medvedev en finale de l'Open d'Australie en 5-7 après avoir été mené 2-7-0. On n'en sait plus désormais sur la mort d'une femme retrouvée dans la salle de bain de son domicile conjugal du 19e arrondissement de Paris vendredi. Un possible féminicide. Vincent Vantinghem du service police-justice est avec nous. L'autopsie du corps de la victime confirme donc cette piste criminelle selon le parquet? Oui, les résultats de cette autopsie sont tombés ce matin. Ils confirment la piste criminelle puisque selon les premiers éléments, Amanda G, cette jeune femme qui était âgée de 29 ans, est morte par strangulation. Les enquêteurs attendent encore le résultat d'analyse complémentaire. Mais selon l'une de nos sources, il n'y a quasiment pas de doute sur la mort de cette jeune femme. On le rappelle, son corps sans vie avait été découvert vendredi soir dans un appartement du 19e arrondissement de Paris, celui de son compagnon. Quand les enquêteurs ont ouvert la porte, ils l'ont trouvé dans la salle de bain, gisant par terre, la tête dans le bac de douche. Dans le studio, de nombreuses bouteilles d'alcool vides, mais pas de traces du policier ni de son arme de service. Son compagnon est effectivement, Vincent, un policier qui est toujours en fuite, qui n'a toujours pas été retrouvé. Oui, les enquêteurs du 2e district de police judiciaire à qui l'enquête a été confiée sont sur ses traces, avec une inquiétude majeure et qui grandit heure après heure. C'est que cet homme, qui est connu pour des précédents de violences conjugales, ne finisse par mettre fin à ses jours, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il s'est enfui vraisemblablement avec son arme de service, au volant de sa voiture personnelle, une 208 blanche. Les derniers contacts avec lui remontent en fait à vendredi matin, un peu aux alentours de 10h. Il a d'abord envoyé un texto à son père pour lui dire qu'il l'aimait, et puis un message également au commissariat du Blanc-Ménil où il officiait pour dire qu'il n'irait pas travailler ce jour-là. C'est d'ailleurs la raison qui a conduit les enquêteurs, ses collègues, à venir chez lui le soir et à faire cette macabre découverte. Merci beaucoup pour ces précisions, Vincent Vantinghem. Lui a parcouru près de 700 km, mais sa cavale s'est terminée dans le 9e arrondissement de Paris hier. L'homme de 43 ans qui s'était échappé vendredi de l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand à Toulouse a été interpellé. L'individu était le 3e à s'être enfui de ce même établissement en moins de 2 semaines. L'ARS Occitanie lance une enquête administrative. Toujours dans l'actualité judiciaire, fin des 48 heures de garde à vue de la mère suspectée d'avoir tué son fils de 10 ans à Ferrières-en-Brie. Le corps de l'enfant lardé de coups de couteau avait été retrouvé dans une valise jetée dans une benne à gravats. Anne-Laure Bance, vous êtes sur place pour BFM TV. Anne-Laure, à la fin de sa garde à vue, la femme a été déférée et présentée au tribunal judiciaire de Meaux.
Tout à fait. Cette femme de 33 ans qui fait figure de principale suspecte dans cette affaire est actuellement, vous le disiez, présentée à un juge ici au tribunal de Meaux, juge qui va devoir désormais décider de la nature judiciaire des faits à son encontre. Elle avait été interpellée vendredi matin au domicile de l'un de ses proches et placée aussitôt en garde à vue. Une garde à vue qui a duré près de 48 heures et pendant laquelle les enquêteurs ont tenté d'obtenir des aveux mais surtout de comprendre le déroulé exact des faits. Pendant son audition, la femme a évoqué un trou de mémoire et une absence au moment des faits. Mais selon une source proche de l'enquête, les faits sont accablants et à charge à son encontre. La famille de la jeune femme évoque un profil psychologique fragile depuis la naissance de son garçon il y a 10 ans, mais elle ne faisait pas l'objet d'un suivi psychologique. Merci beaucoup Anne-Laure Bance en direct de Meaux avec Hugo Dorsemène. Suite de la bataille entre le Rassemblement national et le parti Reconquête d'Éric Zemmour après les récentes annonces de départ du parti de Marine Le Pen pour rejoindre son rival d'extrême droite. La candidate a fermement appelé les hésitants à prendre des positions clairement et immédiatement, visant notamment l'un de ses cadres, Nicolas Bay. Alors y aura-t-il pour autant une hémorragie au Rassemblement national? Guillaume Barqui, Loïc Besson, Maxime Bevot, le récit d'Adélaïde Mangin. C'est un ultimatum qui a le mérite d'être explicite. De manière générale, ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Avoir des gens qui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. Mais un ultimatum pas très apprécié par l'eurodéputé Nicolas Bay qui, malgré tout, clarifie sa position chez nos confrères aujourd'hui. Moi, je suis à mon poste dans ma fonction, je suis député européen, je suis vice-président de notre groupe au Parlement européen, je suis dirigeant du Rassemblement national. Voilà, il n'y a pas de doute sur la position qui est la mienne aujourd'hui. Mais encore une fois, je n'accepte pas que dans une démarche de guerre civile au sein de notre camp, on m'indique la porte de sortie. Je crois que c'est vraiment le plus mauvais moyen de rassembler. Après ces tergiversations et l'hésitation de Marion Maréchal, pourrait-il y avoir une vraie hémorragie au Rassemblement national? Dans le camp Zemmour, on veut y croire. Les propos de Marine Le Pen sont d'une brutalité et d'une violence inouïe. Cela traduit la fébrilité d'un capitaine dont le navire est en train de sombrer. Le président du Rassemblement national déplore cette façon de faire campagne. Nous devons affronter, dans le cadre de cette élection, une guerre psychologique. Le type de dirigeants politiques. Il y a ceux qui sacrifient leur vie pour défendre la France et pour défendre les Français. Et quoi qu'on en dise, Marine Le Pen, elle est de cela. Elle a tout sacrifié dans sa vie pour défendre la France. Et puis il y a ceux qui sacrifient la France pour défendre leur carrière. Et au sein du parti, certains cadres réaffirment leur soutien sans ambiguïté. Non, moi je suis fidèle à Marine Le Pen. Marine Le Pen est la seule qui peut redresser notre pays et gagner cette élection présidentielle. Pour cette spécialiste de la communication, les défections éventuelles pourraient jouer en faveur de Marine Le Pen. Ce qu'elle a eu comme terme juste après l'annonce de Marion Maréchal Le Pen sur le fait qu'elle était atteinte, mais qu'en fait ce n'était pas grave parce que les sacrifices valaient la peine pour les Français. En termes de communication, j'ai trouvé ça juste génial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle montre qu'elle est une femme comme les autres. Pour l'instant, ni Nicolas Bay ni Marion Maréchal n'ont annoncé officiellement leur soutien à Éric Zemmour. Et toujours pas de déclaration de candidature à la présidentielle pour Emmanuel Macron, mais dans les colonnes du Parisien, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, s'est montré sceptique sur l'utilité d'un débat télévisé avant le premier tour, qui, selon Gabriel Attal, montrerait un manque d'exigence démocratique. Et si débat il devait y avoir, la participation d'Emmanuel Macron n'est pas d'actualité, précise Gabriel Attal. Gabriel Attal pas tendre avec les candidats aujourd'hui déclarés. Ils installent une campagne de mort-vivant, tout est noir, pessimiste, nostalgique. Bonjour Jonas Haddad. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse. Ces déclarations de Gabriel Attal, Emmanuel Macron qui ne souhaite pas débattre avant le premier tour. Comment est-ce que réagit Valérie Pécresse à cela ? D'abord, la déclaration dans laquelle il dit que c'est une campagne de morts-vivants, moi j'ai l'impression que de leur côté, c'est une campagne de petits marquis poudrés. Ils sont dans leur Versailles, autour d'Emmanuel Macron, ils n'osent pas sortir, ils invectivent la population en disant qu'ils emmerdent les Français, que les autres candidats sont des morts-vivants, et puis ils viennent donner des leçons à tout le monde. Ils n'osent pas, donc pour vous c'est un manque de courage? Oui, c'est Versailles. Ils sont acculés, il leur reste 3 mois, et là ils se disent « Ah bah voilà, ce sont des morts-vivants », et ils n'ont que l'invective à la bouche, alors qu'en réalité, tout le monde sait très bien que le fait qu'un président de la République débatte avant le premier tour,
ce ne serait pas inédit. Je regardais vous voyez, les dates avec Nicolas Sarkozy. Le 6 mars 2012, il a bien débattu avec Laurent Fabius. Personne n'a dit que ce serait indigne et personne, en tout cas lorsqu'il y avait des porte-paroles du gouvernement, n'a commencé à insulter les autres débatteurs. On voit bien qu'ils sont en train de perdre pied. Il ne faut pas être terre de Valérie Pécresse, elle l'a demandé solennellement ce débat aujourd'hui. On sent bien que vis-à-vis de Valérie Pécresse, ils ont une sorte de crainte. Et ils se disent c'est peut-être elle notre adversaire la plus solide. Quand on voit ce qui se passe à l'extrême droite où ils sont en train de se chamailler pour le mercato d'hiver, la primaire sauvage entre eux. Je veux dire, on n'est pas au niveau du débat de l'élection présidentielle. Et ces gens-là, au lieu de rentrer dans l'élection présidentielle, ils se cachent dans leur Versailles. Pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait ce débat? Pour confronter le président à son bilan? À son bilan et à ce qu'il veut faire. Prenons un exemple tout simple. Il l'a fermé Fessenheim. Mais il veut fermer 14 réacteurs nucléaires et réactiver les centrales à charbon. Il dit aujourd'hui que tout va bien en matière économique, mais pourtant nous avons un déficit commercial record. Il dit qu'au niveau des faillites, il en a eu très peu. Or, c'est parce que la perfusion a été installée, et c'était peut-être nécessaire, qu'on a pu s'en sortir. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est faire en sorte de confronter les propositions, qui nous disent par exemple ce qu'ils pensent de notre proposition de supprimer les droits de succession, qui nous disent ce qu'ils pensent de pourquoi il n'a pas créé des places de prison. Quasiment aucune place de prison pendant ce quinquennat, qui fait qu'il y a été une explosion de l'insécurité et de l'indélinquance, l'angle mort du macronisme. Donc vous le voyez, ils sont dans leur Versailles et ils essayent d'invectiver les autres candidats, plutôt de rentrer dans l'arène. On les attend vivement. Merci beaucoup, Jonas Haddad, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Valérie Pécresse. On parle de sport à présent. En tennis, le record est donc battu. Ça y est, Rafael Nadal remporte majestueusement aujourd'hui son 21e Grand Chelem après sa victoire face à Daniil Medvedev. C'était à l'Open d'Australie. Victoire au terme de 5h26 de jeu, rien que ça, en 5-7, après avoir été mené 2-7-0 au départ. Et l'Espagnol qui redevient ainsi numéro 1 mondial et le joueur le plus titré de l'histoire du tennis. Un titre de plus que Roger Federer et Novak Djokovic, écarté, dont on le sait, bien sûr, de la compétition. Incroyable ce Rafael Nadal, 35 ans, qui avait été absent pendant plusieurs mois, qui avait loupé Wimbledon et l'US Open. Bravo à ce champion. Et qui revient en force. Bravo à lui, effectivement. On se retrouve dans quelques minutes à suivre le procès pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys qui démarre lundi. Demain, donc, procès de Nordal Lelandais. Nous reviendrons sur le profil de cet homme, de cet accusé, et sur les zones d'ombre qui persistent dans cette affaire. À tout de suite. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Avec Mix, concevez des meubles en ligne qui correspondent parfaitement à votre style et à votre budget. Rendez-vous sur mix.com et créez vos meubles selon vos idées. AutoHero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Nous vendons seulement des voitures provenant de notre propre inventaire. Elles sont toutes contrôlées et entièrement révisées par nos experts. Avec AutoHero, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'1 an. Trouvez la vôtre maintenant sur AutoHero. Vous faites déjà confiance à Derad Pro pour le traitement des nuisibles et l'assainissement de votre logement. Mais ce n'est pas tout. Derad Pro, c'est aussi la plomberie, la serrurerie, l'électricité et même la vitrerie. Des interventions 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et un suivi optimal de A à Z. Déplacement à votre domicile sur Paris et Île-de-France. Appelez Derad Pro dès maintenant au 01 83 80 60 69. 01 83 80 60 69. Avec Derad Pro. Vivez tranquille. Écoutons les questions de nos enfants. Pourquoi il est malade? Pourquoi on ne peut pas le soigner? Pourquoi il travaille? Pourquoi ils vont pas à l'école? Pourquoi elle pleure? Pourquoi elle n'a rien à manger? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 902. Donnez 10 € par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 € par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école.
Avec 10 € par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse. C'est des enfants comme moi. Il faut les aider. Appelez dès maintenant le 0801 903 902. Merci. Pour toutes vos imprimantes, que vous soyez un particulier, un professionnel ou une entreprise, les cartouches France Tonnerre sont jusqu'à 2 fois moins chères et livrées gratuitement. Prenez soin de votre imprimante avec une encre de qualité. Retrouvez le canard sur francetonnerre.fr. francetonnerre.fr, le numéro 1 français de la cartouche d'encre en ligne. Coin, coin. Calme-toi, Georges. Direct Assurance, bonjour. Ça vous suffisait pas de répondre au téléphone. Il fallait aussi que vous répondiez par WhatsApp et Messenger. Vous savez quoi, Direct Assurance? On vous adore. Merci. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Plein d'accessoires, c'est super. Like a boss, c'est Cookit qui gère. Like a boss, 200 degrés bien saisi. Like a boss, et le steak est servi. Toutes vos cuissons de 37 à 200 degrés avec Cookit de Bosch. Plan 1, prise 2, action. C'est top, j'adore. Encore une fois, vas-y. On la regarde ensemble avec maman. Capturez et partagez les moments qui comptent avec iPhone 13 Pro et le réseau 5G Orange. Orange. Comme j'aime vous souhaite une belle année 2022. Et qui dit nouvelle année, dit bonne résolution. Alors si vous souhaitez perdre du poids, c'est le moment de vous lancer. Scannez le QR code juste ici pour faire votre devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. Avec Comme j'aime, vous allez perdre du poids de manière raisonnée, en mangeant de bons plats, parfaitement équilibrés et déjà proportionnés. En plus, tout est livré directement chez vous. Alors fini les courses et fini la cuisine. Venez vite faire votre devis en ligne en scannant le QR code juste ici ou en vous rendant sur le site commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. En 1821 débute la guerre d'indépendance de la Grèce. C'est aussi l'année de l'arrivée de la Vénus de Milo au Louvre. Ce double anniversaire est l'occasion de célébrer la culture hellénique au musée du Louvre. L'exposition met en lumière les liens culturels, historiques et artistiques noués entre la France et la Grèce. BFM TV, partenaire de Paris-Athènes. Naissance de la Grèce moderne, à découvrir actuellement au musée du Louvre. 15h45 sur BFM TV. Son procès pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys fin août 2017 à Pont-de-Bonvoisin en Isère commence demain. Déjà condamné dans une autre affaire à 20 ans de prison, Nordal Lelandais sera jugé pendant au moins 3 semaines devant la cour d'assises de Grenoble. L'occasion notamment d'éclaircir des zones d'ombre qui persistent dans cette affaire. Le parcours du criminel retracé par Cécile Denré avec Néla Prudhomme. Les efforts des gendarmes pour retrouver la trace de Maëlys ont révélé les traits les plus sombres de Nordal Lelandais. Dans son téléphone et son ordinateur ont été retrouvées des vidéos d'agressions sexuelles de 2 de ses petites cousines, des fillettes de 4 et 6 ans qu'il a attouchées pendant qu'elles dormaient. En l'espace d'1 mois et demi, pendant l'été 2017, il agresse ses cousines puis s'en prend à Maëlys. Même s'il n'est pas poursuivi pour viol sur la petite fille faute de preuves, la question hante les parties civiles. Les agressions sexuelles sur ses petites cousines, à quelques semaines encore, mais vraiment dans la temporalité extrêmement proche, juste avant les faits concernant Maïs Déaojo, nous permettent de penser que c'est un prédateur sexuel. Personne ne peut vraiment être dupe du fait qu'il ait mis cette petite fille dans sa voiture pour aller lui montrer ses chiens. Donc la question est posée, bien évidemment, c'est l'un des enjeux du procès. L'enquête a permis de montrer que le jour même du meurtre de Maëlys, Nordal Lelandais a consulté des sites pédopornographiques. Pour autant, durant l'instruction, il a nié avoir eu un mobile sexuel dans le crime commis contre la petite fille. Il met ça effectivement donc sur le compte d'un mal-être qui est dû à la consommation d'alcool, à la consommation de drogue. Tout ça, dit-il, l'a fortement déstabilisé et donc il est passé à l'acte sur des enfants, mais il réfute être un pédophile. Nordal Lelandais encourt la perpétuité dans ce procès. Il est poursuivi par ailleurs dans une autre procédure pour avoir agressé sexuellement une 3e cousine de 14 ans en mars 2017. Nous sommes en direct avec Jean-Pierre Bouchard. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, criminologue. Que faut-il attendre de ce procès ?
Ce qu'il faut attendre, c'est bien sûr avancer vers la réalité, vers la vérité. Hein. C'est le but de ce genre de procès en assises, où il y a de gros moyens. Il y a eu de gros moyens d'enquête auparavant qui ont permis de faire avancer les choses, puisque cette affaire est partie de déni jusqu'à l'aveu de culpabilité. Et donc le procès, qui dure pas mal de temps, c'est l'occasion donc de reprendre tout ça, de reprendre toute cette instruction à l'audience de façon contradictoire et donc d'avancer vers la réalité et vers la vérité, ce qui est très important pour rendre justice et bien sûr pour les parties civiles, c'est-à-dire pour les victimes. Parce qu'aujourd'hui, on le rappelle, les circonstances de la mort de Maëlys restent encore troubles, hein, notamment à cause des diverses versions qui ont été données par Nordal Lelandais. Son profil continue de poser question dans cette affaire ? Alors, s'il est jugé, ça veut tout simplement dire que les experts n'ont pas constaté, n'ont pas observé de troubles mentaux graves qui auraient aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, ne l'ont pas altéré non plus, sinon il aurait été placé dans un service de psychiatrie. Donc ça veut dire qu'il est globalement reconnu comme ayant des mécanismes mentaux à peu près normaux, et les experts ont même souligné qu'il y avait un certain goût pour le mensonge, je crois, n'ont pas constaté donc de troubles mentaux et ont constaté peut-être des appétences pour certaines formes de sexualité. Voilà, encore une fois, il faut rester prudent. Nous sommes à la veille de ce grand procès et c'est la justice donc qui ira vers la vérité, et cette vérité sera peut-être plus importante à l'issue du procès qu'aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. On suivra bien sûr ce procès qui commence demain, le procès de Nordal Lelandais. Tout de suite, votre chronique santé.